Cette semaine, à Sportneuf-Laval, on parle du centre de trapèze Le Voltigeur. Oui, on a un centre de trapèze à Laval, en compagnie de Patrick Mallet. Patrick du centre de trapèze Le Voltigeur, qui est également le fondateur de ce centre. Bonjour, Patrick. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue chez nous. Bien, ça me fait plaisir. Bienvenue. On a des nouveaux studios aussi. Oui. Donc, on est tous en train un peu de s'adapter aux studios tranquillement. On inaugure. Ben oui, on inaugure. Parfait. Dans un premier temps, la thématique de la semaine qu'on aimerait parler, c'est le trapèze comme étant un sport, oui, mais c'est également un art. Donc, on a eu l'occasion de se parler un petit peu au téléphone. Le trapèze, c'est un art d'abord et avant tout, là. Ce n'est pas un sport. Oui, à la base, c'est un art. Maintenant, étant donné que c'est ouvert un petit peu à monsieur, madame, tout le monde, c'est dur de faire le lien ou la séparation entre le sport et l'art. Alors, quand on donne des cours à tous les jours à monsieur, madame, tout le monde, c'est plus sur forme de sport. Donc, ils vont faire une activité physique, ils vont apprendre à se développer. C'est une activité qui est très complète. Puis, à partir du moment où on commence à devenir plus professionnel, bien là, c'est l'art qui rentre un petit peu plus en ligne de compte. Donc, la préparation sportive s'est faite avant. Et puis maintenant, bien, c'est plus le développement artistique là, qui va prendre Donc, dessus. à la base, il faut avoir une certaine forme. Ce que je comprends, c'est qu'il faut avoir une certaine forme physique. Il faut se prendre en forme, se rendre en forme avant de penser à faire une démonstration, un spectacle. Oui, avant de volet performer ou quoi que ce exactement. soit, tu dois développer physiquement, tu dois développer tes techniques. Et puis après que les techniques sont développées, bien à ce moment-là, on va développer plus le côté artistique, plus le fini, la présentation, faire en sorte que ça ait l'air facile, même si c'est loin de l'être. Donc, il faut avoir été athlète avant de devenir artiste. Mais parlons du centre. Donc, je veux savoir, qu'est-ce que vous offrez à ce centre de trapèze pour ceux et celles qui ça intéresse? OK, bien, comme je disais, c'est vraiment à la base. La base de la clientèle, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, ça peut être des personnes de 7 ans jusqu'à 70 ans. On en a eu un cet été à 70 ans. Donc, il n'y a pas de limite d'âge. Et c'est vraiment une façon qui est vraiment différente de se mettre en forme. OK? À la base, tout le monde commence comme ça. Par la suite, on peut offrir des cours qui sont plus avancés et puis on peut même partir en spectacle avec nous autres. La majorité des gens qui font des spectacles avec nous, c'est des gens qui ont commencé comme tout le monde à accrocher les jambes, lâcher les mains puis faire « Oh my God, j'ai été capable de faire ça ». Ça a été mon cas aussi. C'est le cas de tout le monde. Qu'est-ce qui a motivé justement l'ouverture de la fondation de ce centre-là? Oh, ça remonte à il y a 18 ans, un voyage au Club Med qui a changé ma vie. J'ai commencé à 36 ans à faire ça. Puis j'allais faire un voyage au Club Med sans savoir que j'allais faire du trapèze volant. Moi, j'ai toujours rêvé de faire du fil de fer. Je savais qu'il y en avait un à cet endroit-là. Puis quand j'ai vu cet appareil-là, puis que j'ai vu le trapèze volant, j'ai complètement oublié le fil de fer. Puis, il faut essayer ça. Il faut essayer absolument. ça. Puis c'est au Mexique où j'ai appris qu'il y avait un trapèze volant à 10 minutes de chez moi, à Sainte-Adèle. Et puis, on a commencé comme ça. Donc, dans la pratique, dans ta propre pratique individuelle? Oui, c'est ça. Moi, je me suis développé, puis j'ai toujours été un passionné d'enseignement. Donc, enseigner le golf, il faut enseigner le ski ou enseigner le trapèze volant. À partir du moment où tu connais ta technique, tu connais ta matière, l'enseignement est le même. Donc, j'ai tout simplement transféré mes connaissances dans l'autre. Et puis, c'est ça. Est-ce que c'est un grand centre, la superficie? Est-ce qu'il y a plusieurs trapèzes? Est-ce que... OK, bien, il y a différents trapèzes. Il y a le trapèze fixe, il y a du trapèze ballant et il y a du trapèze volant. Nous, notre spécialité, c'est vraiment le trapèze volant où il y a un échange entre un porteur et un voltigeur. Donc, mais on a tout ça au centre. C'est un centre de 7000 pieds carrés. On peut accueillir des écoles, on fait des fêtes d'enfants, on fait du team building, on fait des soupers-spectacles. On peut dire qu'on est le plus gros centre au Canada là, de trapèze volant. Comment est-ce que ça fonctionne, par exemple? Parce que là, moi, je commence à être un petit peu inquiète parce que j'ai l'intention d'aller au centre pratiquer, essayer le trapèze. Ben oui, j'en ai jamais fait. Puis on dirait que je pense à ça, je suis un peu inquiète. Je me dis, mais voyons donc, j'ai jamais fait de trapèze. Je suis pas vraiment flexible. Oui, je fais du sport, mais j'ai jamais fait des culbutes. Et c'est comme si ça m'effraie un petit peu. Comment est-ce que vous apprivoisez les clients comme moi à votre centre? Bien, premièrement, on va présenter un petit vidéo d'initiation qui va montrer aux gens la position de base que vous allez essayer. C'est une position qui est relativement simple à faire. Donc, on n'a pas trop à s'inquiéter là-dessus. On va mettre les gens très en confiance quand ils vont arriver avec l'équipe. J'ai une équipe qui est formidable pour ça. Donc, on va mettre les gens en confiance, puis on les envoie directement sur la plateforme. On ne va pas essayer de faire des choses au sol où c'est plus difficile parce que la gravité va te tirer, tu vas supporter ton poids.
Tandis que quand tu es dans les airs, le trapèze travaille pour toi. Donc, si tu écoutes l'instructeur, si tu fais les choses quand on te le dit, c'est le trapèze qui fait toute la job. Donc, tu n'as pas besoin d'être en hyperforme pour commencer. Par contre, plus tu vas progresser, plus les positions vont devenir difficiles. Pour les gens qui ont peur des hauteurs, par exemple, plus les positions sont difficiles, moins tu penses à ça. Donc, plus tu penses à ce que tu as à faire, moins tu penses à ta peur, puis à un moment donné, cette peur-là finit par disparaître. Ça, tu me diras quand tu iras, parce que moi, j'ai justement essayé aussi au Club Med le trapèze, puis j'ai eu plus de difficultés à me rendre par ma peur des hauteurs qu'à me balancer. Oui, un coup que tu es parti, on dirait que tu oublies tout, puis ça se fait tout seul. Puis c'est juste de focusser, d'écouter ce que l'instructeur va te dire en bas. Puis si tu fais ça, ça se fait facilement. Mais j'ai de la misère à croire que c'est pour tout le monde. Est-ce que je peux amener ma grand-mère aussi, là, si elle a envie d'essayer ça? Non? Si elle a quand même une bonne forme physique, oui, c'est sûr qu'on va faire attention. Là, si les épaules sont hyper fragiles, les gens qui ont eu des dislocations à multiples reprises, on ne va pas faire exprès pour les mettre là-dessus. Mais si la personne est quand même en bonne forme, comme cet été, on est allé à Tadoussac, on a un monsieur de 72 ans qui l'a fait. Écoute, pour lui, là, c'était un accomplissement. Il n'a pas accroché ses jambes, mais il a balancé, puis il a fait son backflip, puis il a descendu du filet, puis il était heureux, là, tu sais. Donc, il n'y a pas vraiment de limite, là. Ça peut être aussi des belles réalisations personnelles pour C'est certains. toujours ça. À chaque fois que tu apprends quelque chose, c'est ça qui arrive. Je pense que aussi les motivations peuvent être personnelles. Il y a des gens qui vont faire un lien plus avec peut-être le cirque traditionnel, d'autres qui vont faire peut-être une expérience justement dans le sud. Donc, la motivation qui nous amène à performer dans ce sport-là, j'imagine, elle est différente d'une personne à une autre. Elle va être différente d'une personne à l'autre, mais c'est pas mal la même qui nous amène à cet endroit-là. OK? Après ça, dans ton développement, il y en a qui vont dire, bon on va faire ça comme ça, par loisir toute leur vie. Puis des fois, ça peut bifurquer, puis te dire, j'ai un petit peu plus de talent, je pourrais peut-être essayer quelque chose d'un petit peu plus pour finir qu'au bout de la ligne, il y en a qui s'en viennent faire des spectacles avec moi un petit peu partout. Puis on a notre équipe à nous autres. Puis ma fierté de ça, c'est de dire que c'est moi qui les ai formés, puis qui viennent performer avec nous autres après ça, faire un spectacle à l'international, puis au local aussi. Peut-être que je serai dans l'équipe éventuellement, suite à mon apparition au Centre Le Voltigeur. Bien, on ne sait jamais, parce que dépendamment de comment tu vois ça et puis comment tu le sens, bien, des fois, ça peut prendre cette tangente-là, oui. En terminant, une adresse courriel, un site Internet, si jamais on veut plus de détails? Oui, www.trapèzedevoltigeur.qc.ca, en un mot. Alors, puis là, vous avez les détails. Vous pouvez même faire la visite virtuelle sur Google 360. Fait que si vous avez l'intention d'amener les enfants, n'importe qui, on a des programmes pour tout. Parfait. Bien, merci beaucoup, Patrick, d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Et au plaisir. Bien oui, vous viendrez essayer ça. On va venir, sans faute. Super. Merci. Merci. Ici Stéphane Duchamp pour les nouvelles du sport. On commence avec le hockey. Laval a acquis l'homme fort Sébastien Laferrière et l'attaquant Olivier Daunet et des choix de 7e et 10e ronde au repêchage 2015. Et les Prédateurs ont cédé aussi David Lacroix et Vincent Arsenault à un choix de première ronde au prochain repêchage des Éperviers de Sorel. Le directeur général Hugo Lazignan est très heureux de cet échange. Il dit que Laverrière est un dur à cuire et sera un tough pour l'équipe. Et en même temps, Daunet, un gars de Lachenay qui est une petite peste et qui ajoutera de la profondeur à l'équipe. Et c'est important de mettre la main sur un gars de chez nous. Même s'il n'a pas joué en raison d'un conflit contractuel cette saison, les Éperviers Sébastien Laferrière a jeté les gants et cumulé 302 minutes de punition la saison dernière. Pour sa part, Daunet a récolté 21 buts, 44 passes et 105 parties dans la Ligue nord-américaine de hockey. Cette semaine, pour la chronique Nutrition, en compagnie de Marie-France Lalancette, nutritionniste, elle nous parle d'huile. Donc, bonjour Marie-France. Bonjour Sarah. Comment on fait pour se retrouver là, à travers toutes ces huiles-là? Il y a tellement de sortes dans les magasins. Est-ce que tu peux nous conseiller, s'il vous plaît? Alors, premièrement, c'est sûr, c'est compliqué, Sarah, parce qu'on parle de saturé, d'insaturé, de poly, de mono, d'oméga 3, d'oméga 6, d'oméga 9. Alors voilà, quand on parle finalement du niveau de saturation d'une huile, ce qu'on est en train de dire, c'est le nombre de liens doubles dans la molécule, mais tout ce qu'on a à comprendre là-dedans, c'est que finalement, un acide gras qui est saturé, c'est comme un tricot, c'est très serré. Hein? Okay. Alors, il est très stable à la température de la pièce et quand on le chauffe, ça prend plus de chaleur pour le rendre liquide. Alors qu'un acide gras qui serait monoinsaturé ou polyinsaturé,
c'est comme si on avait laissé quelques mailles. Alors, il y a des liens doubles, ça vient un petit peu défaire la structure. C'est comme si on lui avait laissé quelques mailles, il devient un peu plus fragile. Alors, ces gras-là sont liquides à la température de la pièce habituellement. OK. Nous, ce qu'on veut, c'est que, en fait, la logique est que si un gras est solide à la température de la pièce, il va être solide aussi dans nos artères. OK. Alors, c'est ce qui fait que les gras saturés, on essaie un petit peu d'en prendre un peu moins. D'éviter d'en prendre, c'est Oui, ça? mais pas tous les gras saturés sont égaux, mais en général, la plupart des gras saturés, on en a moins besoin que les gras monoinsaturés et polyinsaturés. Maintenant, l'oméga 3, l'oméga 6, l'oméga 9, ça, c'est la position du lien double. Alors, ça affecte vraiment les propriétés de la matière grasse, la position de ce lien-là. S'il est placé en troisième position, ce lien-là, dans la molécule, c'est un acide gras oméga 3. S'il est placé dans la sixième position, c'est un acide gras oméga 6. S'il est placé dans la neuvième, c'est un acide gras oméga 9. Donc, de tout ce jargon scientifique, Voilà. ce que je comprends, c'est que ce sont ces huiles-ci qui sont davantage meilleures pour notre santé. Oui, parce que les oméga 3, si on regarde, finalement, sont celles qui nous manquent un peu plus. On ne prend pas beaucoup de produits marins, on ne prend pas... ces huiles-là, en fait, les noix, ces choses-là, on néglige un peu ça, alors qu'il y a beaucoup d'oméga 6 dans notre alimentation qui sont finalement des huiles qui coûtent moins cher, les huiles de soya qu'on utilise et qu'on voit dans plein de produits, dans les produits de boulangerie, dans les gâteries, dans les pâtisseries et tout, même dans les viandes et dans les produits transformés, un peu partout. Alors, vu qu'on en a beaucoup de ceux-là, mais on doit aller un peu compenser finalement en allant chercher des meilleurs gras qui sont les gras polyinsaturés qui ne vont pas figer dans nos artères. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on En recherche. même temps, on a des propriétés un petit peu importantes aussi au niveau plus il y a cardiovasculaire, mais au niveau de la prévention d'autres maladies chroniques et tout ça. Alors, on essaie d'aller vers ça. Maintenant, quand on choisit un type de gras, on regarde les types de gras ici. Sur l'étiquette, par exemple, oui, c'est ça? on a du beurre. Alors, voilà, un beurre, c'est solide à la température de la pièce, mais c'est un gras saturé. Et ça aussi, c'est un gras saturé, mais celui-là est hydrogéné. C'est la transformation des aliments qui l'ont rendu solide. OK. Alors, c'est vraiment ces gras-là qu'on incrimine en termes de méfaits sur la santé. Donc, on essaie d'éviter. Oui, et pas nécessairement les gras saturés à l'état naturel comme ce qu'on peut retrouver dans le beurre ou dans le chocolat, par exemple. Ce qui sera le sujet de ma prochaine chronique en passant. Donc, J'aime déjà ça. J'aime déjà ta prochaine chronique. donc, si on ne veut pas avoir de gras trans, de gras hydrogénés, on recherche des gras qui sont finalement qui sont faits à partir d'un autre procédé, comme les margarines non hydrogénées, et c'est toujours écrit sur l'étiquette. Et on utilise à la place des gras qui sont à l'état liquide, solide. On a l'huile ici 100% pure, l'huile d'olive, l'huile de canola, les huiles de noix. Même l'huile d'avocat. Alors, toutes des meilleures huiles, finalement, qu'on peut essayer d'explorer et se retrouver à goûter des choses différentes qui sont meilleures pour notre santé. Bien, merci beaucoup, Marie-France, d'avoir démystifié tout ça. Ça me fait À plaisir. la semaine prochaine pour la chronique sur le chocolat. Bonne semaine. Du hockey midget 3A, le Rousseau Royal de Laval-Montréal connaît une saison difficile. La troupe d'André Wilsey a rebondi en signant 2 victoires en fin du mois dernier à Amos. Et avec ses 6 points d'Amos, Michael Lafrance, c'est ici au premier rang des pointeurs en égalité avec Maxime Dubé. Du même coup, le Rousseau Royal, l'équipe de dernière place au classement général, se rapproche des 5 points des Forestiers et d'une place en série éliminatoire. Et l'entraîneur André Wilsey a affirmé que ça fait beaucoup de bien. Nous gardons le cap, par contre, sur notre objectif de faire les séries. Laval-Montréal a signé un gain 5-1 face aux Forestiers d'Amos le 17 janvier dernier. Et l'entraîneur a affirmé aux journalistes que l'équipe y vont d'un match à la fois. Ce sont des parties de 4 points. Donc, l'équipe est confiante. Il est conscient, par contre, qu'ils doivent terminer la saison en force. Notre athlète invitée de la semaine se nomme Isabelle Courchaine. Elle est trapéziste. Elle est âgée de 43 ans et elle a commencé le trapèze seulement à l'âge de 35 ans. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Et l'une de ses plus grandes réalisations dans sa carrière, c'est de faire partie de l'équipe de spectacle du Centre de trapèze Le Voltigeur. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, ça va? Oui, merci. Alors, écoute, Bienvenue chez nous. bienvenue chez nous. Bienvenue dans nos nouveaux studios qu'on est en train d'apprivoiser aussi tranquillement. En débutant, dans notre thématique de la semaine, on parle du trapèze comme étant un art, comme étant un sport plutôt, oui, mais également un art. Oui. Donc, j'aimerais avec toi qu'on fasse la distinction entre le côté athlète et le côté artiste. Artiste, Donc, oui. à quel moment te sens-tu plus athlète? À quel moment est-ce que tu te sens plus artiste? Comment est-ce que ça joue tout ça, là?
Je te dirais que dans l'entraînement de tous les jours, je me sens plus athlète. OK. Ça nécessite plus un côté musculaire. Quand arrive le temps d'aller en spectacle, par exemple, c'est le côté artistique complètement qui embarque. On parlait aussi un petit peu plus tôt du fait que quand tu fais une prestation, tu portes un costume, tu portes un maquillage, donc peut-être que ça aussi, ça peut aider au fait de se sentir Oui, comme étant artiste. mais dans mon cas, à moi, ça m'aide à gérer mon stress parce que je ne suis plus moi, justement. Tu sais, je joue un rôle et ça m'aide beaucoup. Je rentre dans mon le personnage, oui. dans la performance. C'est ça. On est là pour divertir le public. On joue un personnage. On est caché derrière oui, un peu. Oui, c'est ça. Moi, ça m'aide énormément. Oui. OK. Ça fait partie du côté artistique. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce sport-là, J'ai commencé à 35 ans, mais c'était dans un voyage. C'était complètement... Est-ce que c'était au Club Med aussi? Oui, inattendu. Oui, puis c'était même pas quelque chose qui m'attirait. J'ai juste essayé comme ça, puis ils m'ont dit qu'il y en avait ici dans la région. Puis, à un moment donné, j'étais allée 1 fois par semaine, 2 fois, 3 fois. Puis ça l'a développé. Une passion. Une passion, c'est ça. Oui. Puis qu'est-ce qui sous-tend ou qu'est-ce qui est en deçà de cette passion artistique? Parce qu'on dit que c'est vraiment une combinaison entre le sport où je dois m'entraîner régulièrement, je dois porter attention à ma nutrition, à mon hygiène de vie. Donc tout ça, plus j'imagine qu'il y a aussi une motivation d'être en spectacle qui nous amène au moins à amener vers être membre de la troupe. Là. Oui, bien, on y prend goût. Hein. Ouais. C'est comme une piqûre qui se développe, on y prend goût. Ça nous manque quand on n'en a pas. Puis c'est ça. On est déçus, on est frustrés par rapport à, j'imagine, est-ce que tu as eu à gérer des blessures? Est-ce que tu as eu... Des blessures graves, non. C'est sûr que des fois, après une chute, on peut... ça te fait mal, mais pas d'une blessure grave. Donc, tu n'as pas eu à manquer de représentation? Non. Encore? Non. J'espère. Est-ce que c'est vraiment du bois? Est-ce qu'on peut vérifier auprès de la régie? Parlons des chutes. Oui. Tu as dit que c'est possible de tomber. Oui. Est-ce que ça a déjà été une crainte? Est-ce que ça a déjà été quelque chose qui t'a effrayé de tomber? Bien, je pense que tous les voltigeurs vont dire la même chose. Je pense que oui, parce que c'est quand même assez dangereux, le trapèze. Par contre, en spectacle, je pense qu'avec l'adrénaline et tout ça, on a plus peur de manquer notre truc que de tomber et de se faire mal, tu sais. C'est plus dans l'exécution. La peur est plus dans l'exécution que dans la blessure. Oui, c'est ça. On a plus... Mais tu sais, c'est l'orgueil aussi qui rentre en Il y a des gens qui nous regardent. Il y a des gens qui nous regardent. Fait qu'on a plus peur de manquer notre truc que de se blesser. Est-ce que ces craintes-là peuvent changer la façon dont on s'entraîne? Ben oui, je dirais, parce que si on a une peur, on a un stress, des fois, on n'agit pas de la même façon que si on est posé et calme. Il y a toujours une question de sécurité entre le porteur aussi puis le voltigeur. Donc, il faut qu'on se concentre à faire notre truc de la même façon qu'on le ferait, là. Ça t'a pris combien de temps, tu penses, justement, à passer peut-être... outrepasser ces craintes-là, ces peurs-là, ou les avoir un peu moins présentes dans ton Elles sont toujours présentes, mais je te dirais qu'elles sont toujours autant là, mais je les contrôle. OK. Oui. Okay. Avec, c'est ça, la pratique, puis avec les représentations qui reviennent répétitivement, on apprend à les gérer. OK. On respire, on se parle. OK. On se parle entre nous aussi, en haut. Moi, je suis quand même impressionnée, pas que je doute de toi, mais je suis quand même impressionnée du fait que tu as commencé le trapèze seulement à l'âge de 35 ans. Maintenant, tu fais partie de l'équipe de spectacle. Qu'est-ce qui pousse, je sais que c'était au Club Med, mais qu'est-ce qui nous motive en tant que femme de la quarantaine, par exemple, de décider de devenir athlète dans une équipe, donc artiste? C'est quasiment un changement de carrière, comme je pourrais dire. Oui, j'ai toujours mon emploi à côté. Mais je te dirais que c'est pas une décision, hein, c'est venu comme ça. Progressivement. Oui, j'avais une certaine souplesse, une certaine facilité. Tout s'est comme emboîté, puis ça l'a développé comme ça. Mais je te dirais pas que c'était une décision que je me suis dit, moi, je décide d'être artiste aujourd'hui. Ça l'a déboulé. On a cheminé. Oui, c'est ça, le cheminement, puis ça m'a amené là. Vous êtes combien à l'intérieur de la troupe? Je te dirais qu'on est 5 ou 6 voltigeurs là, qui s'entraînent pas mal tout le temps ensemble, plus Patrick qui est le porteur. OK. Quelle serait la moyenne d'âge dans ce groupe-là? Plus jeune que moi. Je te dirais une moyenne d'âge peut-être 26-27. OK, donc vous êtes vraiment... Si on fait une moyenne. Vous êtes tous ensemble. Il n'y a pas de différence, par exemple,
il y a des sports où on va diviser Non, les on est tous catégories ensemble. d'âge, là, tout le monde est ensemble. Oui. Est-ce que ça change la dynamique des entraînements? Bien, c'est sûr qu'au début, quand on se connaît pas beaucoup, oui, peut-être. Mais comme là, ça fait une couple de mois qu'on s'entraîne tous ensemble. Donc, c'est tout le temps la même dynamique. Puis la chimie est là. Est établie. Oui. Est-ce qu'au niveau des représentations, c'est des performances individuelles ou il y a des performances où il y a... Bien, c'est sûr que quand tu fais tes trucs à toi, c'est individuel, toi, le porteur. Mais c'est sûr que la chimie de groupe en haut, tu sais, l'aisance qu'il faut qu'on fasse voir au public, tout ça, c'est comme une chimie d'équipe. OK. En trapèze, je crois qu'il y a aussi la possibilité de faire du trapèze à 2. Donc, il me semble, je vous imagine, là, faire un trapèze, on donne les mains, quelqu'un Oui. d'autre nous ramasse. Je crois qu'il doit y avoir un niveau assez élevé de confiance entre les deux Oui. trapézistes qui sont ensemble. Comment est-ce Oui. qu'on gère tout ça? Là? Comment est-ce qu'on fait confiance à quelqu'un qui... Bien, on se parle beaucoup, c'est sûr. OK. On apprend à se connaître. Moi, je trouve ça important, mettons, de connaître tes coéquipiers puis la personne à qui tu vas faire confiance. On pratique. On fait part de nos craintes là, respectives à chacun. Mais c'est quelque chose qui se développe aussi à moyen terme. C'est quelque là. chose qui se travaille. Hein? Souvent, Oui. on a l'impression que la performance artistique, c'est facile, ça a l'air simple parce que c'est ce qu'on voit, mais on n'est peut-être pas nécessairement C'est ce qu'on conscient. projette, Ouais, c'est ce ça. qu'on veut projeter parce qu'on veut pas que le public dise « Ah, elle a peur Ouais, », tu sais. Mais oui, en dedans, il y a toujours une crainte. Puis la confiance, elle se développe. Il y a là. tout un entraînement, il y a toute une préparation Oui. qui est en arrière de ça. Oui. Exactement. Est-ce qu'il y a un spectacle qui s'en vient prochainement qu'on pourrait aller voir si... Bien, pas prochainement, non. Non? Probablement que ça va aller à cet été. OK. Et pour plus de détails, on peut retrouver ça sur le site Internet du Oui, Trapèze de du trapèze de Voltigeur, Voltigeur, j'imagine. oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la prochaine saison? Oui, Bien, beaucoup de spectacles. le spectacle. J'ai eu beaucoup de plaisir. Une oui. bonne santé et pas de Oui. blessures non, plus. Là. c'est certain. Parfait. Bien, merci beaucoup, Isabelle, d'avoir Merci. été là. Merci pour ta visite. Ça fait Merci. plaisir. Une première réussie pour la classique hivernale, tout comme dans la Ligue nationale de hockey. Le Hockey Région Laval a tenu la première classique hivernale le 17 janvier dernier au Centre de la Nature et le président de Hockey Région Laval a affirmé que c'est une première réussie et que tout le monde semblait apprécier malgré le froid. Les joueurs Giannino Lombardi, Anthony Silla, Charles Loca et Nicolas Di Marco ont dirigé l'attaque des Patriotes de Laval dans le jeu blanc de 4-0 face au National de Montréal dès les Pee-Wee 3A. Les Étoiles de Monteuil ont surpris le Rocket de Laval-Nord avec un triomphe de 5-4 dans la section Pee-Wee A. Et les Rebelles de Laval-Montréal Pee-Wee 2A féminin ont eu une défaite de 2-0 face au Select du Lac-Saint-Louis. Le président de Hockey Région Laval a également affirmé que ce sont des matchs qui comptent pour le classement de la saison régulière. L'expérience est concluante et pourrait être répétée l'année prochaine. Passons maintenant à la chronique Coaching mental CMP, où cette semaine, on regarde la performance artistique et on essaie de faire des liens entre un athlète et un artiste, voir si un artiste ou une performance artistique peut aller chercher dans ce qu'on appelle la science de la performance sportive, des éléments pour améliorer ses prestations, améliorer ses performances artistiques. Donc, à prime abord, on pourrait considérer le milieu sportif et le milieu artistique complètement de façon différente. Or, il y a beaucoup de similitudes entre les deux domaines. C'est sûr que si on regarde tout ce qui a été développé au niveau sportif, que ce soit au niveau de la neuroscience, avec toutes les avancées scientifiques, avec toutes les recherches, toute la collection qui a été faite par rapport peut-être aux blessures, aux commotions cérébrales, tout le fonctionnement aussi derrière, le fonctionnement neurologique et les mouvements ou les actions donc, qui viennent du cerveau, c'est des éléments qu'on peut comprendre ou qu'on peut intégrer d'une façon au niveau de la performance artistique. Il y a aussi tout ce qui a été avancé, développé au niveau de la nutrition, que ce soit la nutrition pré-compétition, pendant les compétitions ou post-compétition. Donc, de voir que dans la performance artistique, il y a quand même une dépense énergétique, il y a quand même un avantage à aller chercher de saines habitudes de vie, que ce soit au niveau de la nutrition, au niveau du repos, au niveau de tout ce qui peut être contrôlé par rapport à ce qu'on peut intégrer dans nos habitudes de vie. Et bien sûr, toutes les avancées qu'il a fait au niveau de la physiologie, de la biomécanique des mouvements, encore là, je pense à tout ce qui peut être intégré dans une prestation, que ce soit au niveau de ballet, au niveau de prestation, au niveau de danse. Donc,
il y a beaucoup plus de similitudes. Si on regarde les similitudes qui sont vraiment facilement reconnaissables, mais les deux performances vont se faire devant une foule. Donc, avec la foule vient la pression des attentes, la pression de la critique, vient tout ce qui amène à l'anxiété de performance, gérer son stress. Donc, que je sois un artiste ou que je sois un athlète, j'ai quand même des éléments qui vont provenir du fait que ma performance se déroule devant une foule. Je ne suis pas dans une situation d'entraînement, je ne suis pas dans un environnement où je n'ai pas personne qui va être conscient ni qui va reconnaître mes erreurs. Donc ça, c'est un élément qui est commun. Une autre similitude, c'est tout ce qui est les exigences mentales et physiques de la performance. Un artiste ou un chanteur d'opéra donc doit vraiment tout se rappeler de ses chorégraphies, de ses textes par rapport à un artiste qui est de théâtre. Donc, encore là, bien des éléments à contrôler, à bien reconnaître les exigences physiques et mentales de ces deux types de performances-là. Et bien sûr, un autre élément qui peut être similaire ou reconnu dans les deux milieux, c'est la compétitivité du milieu. Combien il y a de gens, d'artistes qui tentent de percer, combien il y a d'athlètes qui tentent de percer. Donc, encore là, d'avoir à gérer les demandes, les exigences, sont aussi des éléments qu'on va retrouver dans les deux champs, tant au niveau sportif que artistique. Alors, vous performez dans le milieu artistique, vous voulez comprendre comment la préparation mentale peut vous aider dans vos performances. On vous invite à visiter notre site Internet au www.cmpcoaching.ca et à vous inscrire à notre infolette. Au football, maintenant, 8 porte-couleurs des Loups de Curie-Antoine Abel ont retenu l'attention au banquet de la Ligue de football juvénile scolaire dans la catégorie juvénile 18 janvier dernier au centre de congrès d'exposition de Lévis. Le quart arrière Benjamin Lapierre a remporté le titre de joueur offensif de l'année et Axel Étienne Yambada a été nommé joueur par l'excellence au Québec. Les autres honneurs viennent au porteur de ballon Samuel Makwanda et au receveur de passe Samuel Emilius et au joueur de la ligne offensif William Durocher, demi-offensif Jérémy Angelo et du joueur de la ligne défensive Darley Casius. Ils ont tous été choisis au sein de l'équipe d'étoiles du circuit juvénile de la Division 1. Les dirigeants du circuit ont également souligné l'excellence des Loups qui ont remporté le bol d'or de la formation lavalloise et ont reçu le trophée Jacques Gauthier qui a été remis aux champions du calendrier régulier. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de Sportneuf Laval pour la semaine. On va remercier toute notre équipe en studio ainsi que nos invités. Merci à toi, Michel. Merci à toi, Sarah. T'es toujours fidèle au poste et de m'endurer. T'es pas tanné de t'amener? Non, ça va aller. Non, merci ça va? bien. OK. On aimerait également vous poser une question avant de partir. On aimerait savoir s'il existe, selon vous, d'autres disciplines sportives qu'on pourrait considérer comme étant un art d'abord et avant tout, plutôt qu'un sport. Toi, Michel, qu'est-ce que tu Moi, je pense que dans toute performance, il y a un volet artistique. C'est vrai qu'il y a des sports, je pense on parle du noble art dans la boxe, on parle de la gymnastique artistique. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être certains sports où il y a un volet artistique plus prépondérant, plus présent. Mais je pense que quand on a un athlète qui nous démontre avec quelle facilité il peut le performer, je pense que ça touche un peu la réalité artistique de la performance. Mm-hmm. Puis moi, écoute, tu vois, je pose la question, mais on dirait que je ne sais même pas moi-même quoi répondre. Mais vite comme ça, je dirais le ski acrobatique. Le ski acrobatique, c'est-à-dire le ski, tu sais, ceux qui descendent et puis qui font un saut, et c'est le seul saut qui joue ta carrière au complet, presque. Exactement. Donc, je dirais ça. On veut savoir votre opinion, donc gênez-vous pas à venir répondre sur notre compte Twitter à Sportneuf Laval, sport avec un S. Et d'ici là, bien, on vous dit à la semaine prochaine.